À la suite des 3 premières vidéos que nous avons tournées sur la TVA, nous avons jugé utile de vous sortir une 4e vidéo sur les difficultés liées à la TVA, sur les sujets particuliers en lien avec la TVA. Si vous avez raté les 3 premières vidéos, la première traitait des généralités, la deuxième traitait des modalités de calcul et la troisième traitait du remplissage des formulaires des déclarations, à savoir le CA01 et la CA02. Si les sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomemou, je suis expert comptable, entrepreneur associé au cabinet Lead Finance and Advisory. C'est un cabinet d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, la finance. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Comme annoncé à l'entame de la vidéo, nous allons traiter des difficultés en lien avec la TVA. Et dans le cadre de cette vidéo, nous traiterons principalement de 7 difficultés. La première difficulté, il s'agit de la TVA payée d'après les débits. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de la TVA payée d'après les débits, rappelez-vous, lorsqu'on était à notre première vidéo, nous avons parlé du fait générateur et de l'exigibilité. Dans le cas du fait générateur et de l'exigibilité pour les entreprises de prestation de services, si vous vous rappelez bien, le fait générateur, c'était l'exécution de la prestation et l'exigibilité, c'était plutôt l'encaissement de la facture du partenaire. Du coup, lorsqu'on parle de la TVA payée d'après les débits, c'est le prestataire de service qui, au lieu d'avoir une date d'exigibilité à l'encaissement, la date d'exigibilité sera confondue au fait générateur. Donc, le fait générateur étant l'exécution de la prestation, l'exigibilité également sera l'exécution de la prestation. En pratique, lorsque vous adressez une facture, d'accord, à un client et le client, en réalité, vous avez exécuté la prestation, vous n'attendrez pas le moment de l'encaissement de la facture pour décider de déclarer cette TVA-là. Lorsque vous avez choisi, opté pour payer la TVA d'après les débits, vous êtes bien obligé de déclarer la TVA dès que la prestation aura été exécutée, généralement qui se confond également avec la date de la facturation. Sur la deuxième difficulté, il s'agit de traiter de la TVA pour compte de tiers. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de la TVA pour compte de tiers, cela veut dire que nous avons affaire à un non-résident. Un non-résident qui nous a adressé sa facture. Mais ce non-résident-là, dès lors qu'il exécute des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, en réalité, le non-résident a obligation de faire figurer la TVA dans sa facture. Mais sauf que l'article 240 du Code général des impôts, 240 et suivant, précise que le non-résident n'a pas forcément besoin de faire figurer cette TVA-là sur sa facture. Dans ces conditions-là, lorsqu'il ne l'a pas fait figurer, le traitement fiscal et par conséquent le traitement comptable sera exactement le même. Donc lorsqu'on est face à un non-résident, ça suppose qu'au préalable, il y a eu déjà la retenue à la source de 25%, d'accord? En plus, on va faire figurer la TVA, mais pour la personne qui bénéficie de la prestation, elle va constater une TVA collectée et une TVA déductible. Et la déclaration va se faire en 2 temps. Si par exemple, vous recevez la facture d'un fournisseur non résident, une facture pour 100 000. Prenons l'exemple d'une facture que vous recevez d'un non-résident. La facture est de 100 000. Sur la facture, la TVA pour compte de tiers, ce sera de 18 000. Donc, lorsque vous allez le constater, nous sommes au mois de juillet, d'accord? Vous recevez la facture et vous payez la facture au cours du mois de juillet. Ce qui va se passer, c'est que au 20 août 2024,
vous allez déclarer la TVA pour le compte du fournisseur non résident aux impôts. Ça veut dire qu'il y aura une sortie de trésorerie. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on sera au mois de septembre, vous allez cette fois-ci déduire la TVA qui a été collectée préalablement pour le compte de tiers. Vous allez déduire cette TVA-là, cette fois-ci dans votre déclaration de l'entreprise. Et il y a d'ailleurs une ligne prévue à cet effet dans le modèle tel qu'on l'a décortiqué dans la 3e vidéo. Donc, si vous l'avez raté, je vous rappelle, vous pouvez cliquer en haut à droite de cette vidéo pour regarder la vidéo. Donc, on rappelle, premier temps, on a une facture en juillet payée en juillet. En août, on collecte la TVA pour le compte de notre fournisseur et en septembre, on va déduire la TVA dans notre déclaration. Sur la 3e difficulté, nous allons aborder la TVA sur les encaissements. En réalité, lorsqu'on parle de la TVA sur les encaissements, ça veut dire qu'on est en face d'un prestataire de service qui n'a pas choisi d'opter pour les débits. Donc, au moment du fait générateur, le fait générateur, ce sera l'exécution de la prestation et l'exigibilité interviendra au moment des encaissements. Lorsque vous faites la déclaration et que vous êtes prestataire, au lieu de faire la déclaration en partant des factures que vous avez adressées à vos clients, vous partez plutôt de votre relevé bancaire, vous partez plutôt de votre journal de caisse. Et dans le journal de caisse et dans le relevé bancaire, vous allez aller identifier tous les encaissements que vous avez reçus au cours du mois. Typiquement, on est au mois de juillet, on va prendre notre relevé bancaire du mois de juillet et notre journal de caisse du mois de juillet. Tous les encaissements qu'on a à l'intérieur, on va venir mettre en face les numéros de facture que ça paye. Donc, vous voyez que au lieu de partir des factures, on part plutôt des encaissements et on fait le lien avec les factures. On fait le lien à chaque fois avec les factures. Si par exemple, on a une facture de 100 000 et que la facture de 100 000 a servi à payer 3 factures, une de 50 000, une de 30 000 et une de 20 000, en réalité, vous allez travailler sur la base de 3 factures qui viendront être liées aux 100 000 que vous allez encaisser. Une fois que l'encaissement a été identifié, à la suite de ça, vous allez remonter le calcul de la TVA, d'accord? En partant bien sûr de la facture, parce que je me dis bien que faites attention, notamment les risques. Ça peut être les cas où vous avez des clients en réalité qui n'ont pas de la C2S. Ça veut dire que vous pourrez avoir le réflexe de vouloir diviser par 19%, alors que si le client n'est pas à la C2S, vous devez diviser par 18%. Je pense typiquement aux hôtels. Dans les hôtels, en plus de la TVA, en plus de la C2S, on a la taxe sur séjour. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une division mécanique. Vous avez obligation de récupérer, de retrouver les factures qui ont été payées et de prendre exactement le bon montant de la TVA qui figure sur la facture. Et c'est cette TVA-là qui fera l'objet de la déclaration au cours du mois de juillet, mais la déclaration sera faite plutôt au 20 août. Sur la 4e difficulté, il s'agit de traiter du prorata de déduction. Mais de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle du prorata de déduction, ça veut dire que dans le cadre de votre activité, vous avez des opérations taxables à la TVA et des opérations qui ne sont pas taxables à la TVA. D'accord? Donc, je pense typiquement aux entreprises telles que les pharmacies. La pharmacie a 2 types d'activités. On a les activités pharmaceutiques qui sont généralement hors TVA et les activités de la parapharmacie qui sont à la TVA. Dans ce cas-là, en réalité, pour calculer le montant de la TVA déductible dans le cadre de ces opérations, vous avez obligation de calculer un prorata de déduction parce que vous ne pourrez pas déduire 100% de la TVA déductible sur l'ensemble de vos achats. Et là, d'ailleurs, la loi de finances 2024 a apporté une modification sur la méthode de calcul. Désormais, pour calculer le prorata de déduction, c'est le chiffre d'affaires soumis à la TVA plus les exportations des opérations taxables sur le montant total de votre chiffre d'affaires. Vous déterminez
un taux, donc le prorata de déduction, et c'est ce taux-là qui va être appliqué à vos achats. Exemple, vous avez une facture de 100 000. La facture de 100 000, en réalité, ça fait 18 000 de TVA. Supposons que notre prorata de déduction est de 50%, mais ça veut tout simplement dire que le montant de la TVA déductible dans le cadre de cette opération ne sera pas de 18 000, mais sera plutôt de 9 000 francs. Sur la cinquième difficulté, il s'agit de traiter de la question des exclusions du droit à déduction. De quoi s'agit-il? C'est l'article 224 qui le prévoit. Ça veut dire que l'article 224 vous dit qu'il y a un certain nombre d'opérations. Vous achetez des biens et des services, mais dès lors que ce sont ces services-là que vous achetez, ils ne donneront pas droit à déduction de la TVA. C'est-à-dire que cette TVA-là ne sera pas déductible et ne viendra pas en diminution de votre TVA collectée. Je pense notamment aux dépenses d'hôtel, aux dépenses de restauration, aux dépenses de transport de personnes. Même si c'est vrai qu'il y a des particularités au niveau du transport de personnes, en réalité, pour ce type d'opération-là, si vous voulez avoir toute la liste, il vous suffit de regarder l'article 224 qui vous donne toute la liste des opérations exclues du droit à déduction. Donc, je rappelle, lorsqu'on est dans ce cas-là, en réalité, la TVA qui figure sur la facture ne sera pas une TVA déductible. Et si ce n'est pas une TVA déductible, ça veut dire que la TVA ne pourra pas venir en diminution de votre TVA collectée pour avoir soit la TVA payée, soit un crédit de TVA. La sixième difficulté traite des régularisations en matière de cession d'immobilisation. Lorsqu'on parle d'une cession d'immobilisation, de quoi s'agit-il en réalité? Vous avez acheté un bien, vous avez acheté une immobilisation au cours d'un premier exercice. En réalité, si vous décidez de céder l'immobilisation avant la fin de la troisième année, vous avez obligation d'effectuer une régularisation de la TVA qui a été déduite au moment de l'acquisition. Et là, il y a un calcul à faire sur la détermination du montant de la régularisation. Le montant de la régularisation en réalité est égal à la TVA qui a été initialement déduite moins 1/5 par année de détention. Donc, ça veut dire que si on reste sur notre exemple de 18 000, les 18 000 étant le montant qui a été déduit au départ. Si vous avez détenu le bien pendant 2 ans, ça veut dire que vous allez faire 18 000 fois 2/5. Le montant que vous allez trouver, vous allez le faire moins les 18 000 et c'est cette différence-là qui va faire l'objet d'une régularisation de la TVA en matière de cession. Ça veut dire que cette régularisation-là, vous allez devoir, cette TVA-là va donc être remboursée à l'État puisque vous n'êtes plus détenteur de l'immobilisation en question. La sixième difficulté traitera du remboursement de crédit de TVA. Lorsqu'on parle du remboursement de crédit de TVA, je pense typiquement aux entreprises dans 3 secteurs. Les entreprises évoluant dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier et les entreprises exportatrices. Dans ce cas-là, si vous vous rappelez, nous avons traité dans le cadre de la 3e vidéo sur la TVA de comment il fallait remplir le modèle CA02. Donc, ça veut dire que quand vous faites partie de l'une de ces 3 catégories-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une CA01, une CA02 au cours du même mois qui sera envoyée à l'administration fiscale, accompagnée bien sûr de l'annexe. Et dans un deuxième temps, l'administration fiscale va traiter le dossier, donc va traiter votre déclaration CA01, va traiter votre déclaration CA02 et va traiter le détail des factures qui fait l'objet de la demande de remboursement de la TVA. Une fois que les services des impôts auront terminé de traiter vos déclarations, donc la CA01 et la CA02 et les annexes avec la liste des factures, ils vous adresseront une lettre de gestion. Dans la lettre de gestion, ils vont préciser quels sont les montants de la TVA qui sont acceptés par l'administration fiscale et quels sont les TVA qui sont rejetés par l'administration fiscale. À la suite de cette lettre de gestion-là, en réalité, le dossier est transmis au Trésor. Et au Trésor, ils vont préparer un avis de remboursement. Cet avis de remboursement-là suivra un avis de paiement. Donc, comme je le disais, l'opération se traite en 5 étapes. Une première étape où vous adressez le modèle de déclaration
à l'administration fiscale. Une deuxième étape où l'administration fiscale va se charger de traiter votre modèle de déclaration, donc la TVA qui a été déclarée. Une troisième étape où vous allez recevoir une lettre de gestion. Une quatrième étape où vous allez recevoir un avis de remboursement. Et c'est à la suite de ça qu'on terminera par le paiement qui sera précédé d'un avis de paiement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo autour de vous. Un chef comptable, un directeur financier, un responsable des impôts, un directeur général pourrait faire face à ces 7 difficultés-là. Vous avez tout intérêt à partager la vidéo avec eux pour qu'ils le suivent. Et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'échanger gratuitement avec eux. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les pépites que l'on partage sur cette chaîne. Et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.